DK Project nous demande un avis sur la légalisation du cannabis. Certaines voix se sont élevées récemment pour dire notre système tout répressif sur le cannabis ne fonctionne pas, il faut passer à autre chose. La légalisation du cannabis dit récréatif, avec pourquoi pas un monopole d'État. Votre sentiment là-dessus? C'est sûrement une des questions les plus... vous embête. Oui, non, c'est une des questions les plus difficiles. Pourquoi? Parce que l'idée simple, ça serait de dire, puisque beaucoup consomment du cannabis, mieux vaut qu'il y ait un cadre officiel, un monopole d'État. Bon. Est-ce que ça ferait tomber les trafics de drogue dans les quartiers? Non. Vous y croyez pas? Non. Non, il y aurait d'autres drogues qui seraient présentées. Donc, si c'est pour dire... encadrons peut-être pour des raisons sanitaires mieux la distribution du cannabis, l'idée mérite d'être poursuivie. Si c'est le présupposé qu'en légalisant, on va en terminer avec les trafics et les bandes qui aujourd'hui vivent de ces ventes de cannabis ou de drogue, non. Oh, écoutez, alors ça je vais vous la poser parce que en préparant l'émission, j'ai reçu beaucoup de messages là-dessus. Captain Sylvain, le 49.3. Pourquoi avoir utilisé le 49.3? Alors je sais que vous êtes très nombreux à être contents parce que j'ai reçu un nombre de messages sur Twitter notamment en disant Samuel, il faut que tu parles du 49.3 avec François Hollande. Bah voilà, 49.3. Alors, est-ce que j'ai besoin de rappeler ce qu'est le 49.3? Peut-être pour certains. Le 49.3. Le 49.3, c'est un article de la Constitution, l'article 49, alinéa 3, qui permet au gouvernement d'engager sa responsabilité sur un texte auprès de l'Assemblée nationale. Et ce texte est considéré comme adopté s'il n'y a pas eu une motion de censure, dit-on, qui a repoussé le texte en question. Adopté donc sans vote du Parlement. Voilà. Donc ce qui est effectivement choquant pour beaucoup de nos concitoyens, c'est de dire comment une loi peut-elle être adoptée sans vote. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Elle est adoptée parce qu'il n'y a pas eu de vote contraire. Mais de censure. De censure. Alors, donc cet article est prévu par la Constitution, donc c'est tout à fait conforme aux institutions, mais c'est vrai que c'est de moins en moins accepté. Alors, j'ai utilisé 2 fois le 49.3. Une fois dans ce qu'on a appelé la loi Macron, qui était l'ouverture des magasins le dimanche. C'était ça le... Parce qu'on va rappeler pour ceux qui ont oublié qu'il a été votre ministre de l'économie. Oui, vous faites bien de le rappeler. Bah non, parce que lui-même peut-être s'en souvient. Donc, mais en tout cas, voilà. Donc, la loi Macron. Et j'ai beaucoup hésité parce que on me disait mais non, la loi va passer, il n'y a pas de problème et puis il y avait quelques personnes qui ne voulaient pas la voter. Et si elle n'avait pas été votée, on avait là recommencé tout le processus. C'était long. Il n'y avait rien qui me choquait dans cette loi, puisque je l'avais moi-même voulu. Et Emmanuel Macron n'était que l'instrument du débat parlementaire, puisqu'il représentait le gouvernement. La deuxième fois, c'est sur la loi El Khomri dont j'ai parlé tout à l'heure. Oui. Donc, j'ai dit combien elle avait été mal comprise, mal reçue, sans doute parce qu'elle était mal expliquée. Donc, j'en porte la pleine responsabilité. Et sans doute aussi parce que nous n'avions pas suffisamment concerté avec les organisations syndicales. Et c'est après que j'ai demandé à ce que ce soit modifié que les organisations syndicales l'ont accepté, pas toutes, pas la CGT, mais la CFDT davantage. Là, le 49.3 a été aussi utilisé dans le cadre de... J'ai l'impression que vous avez un regret sur... Oui, j'ai un regret... Ce cas-là. Ce cas-là, parce que je pense que ça a été mal compris qu'on puisse annoncer dès le départ qu'il y aura un 49.3. À la limite, il fallait que chacun prenne ses responsabilités. Et si le texte ne passait pas, eh bien... tant pis, il tombait. Y a-t-il encore de la place pour la spontanéité en politique? Vous savez, par exemple, c'est une question qui m'a été posée quand j'ai annoncé votre venue. Certains, pas très nombreux, m'ont dit mais qu'est-ce qui vient vendre? Quelle est l'arrière-pensée? Est-ce qu'il y a encore de la place pour la spontanéité, la sincérité en politique? Beaucoup n'y croient pas. Bon, je souhaite qu'après notre exercice, ils y croient davantage. Moi, je ne viens rien chercher. Je suis totalement désintéressé. Mais je suis soucieux de transmettre mon expérience. Là, de pouvoir dire ce que j'ai ressenti, vécu. Et beaucoup de questions sont allées dans ce sens. C'est pour ça que vous avez accepté cette invitation. Oui, pour que je fasse une transmission. C'est important, la transmission. Que je puisse parler de ce que je connais, de ce que j'ai vécu. Après, chacun peut se faire son opinion, dire mes idées
Parfois vos regrets, vous l'avez dit ce soir. Mes regrets, ce que je pourrais faire, mais pour que ça serve à d'autres, pas simplement à moi-même. Et la spontanéité, elle existe. Tout n'est pas fin, tout n'est pas artifice, tout n'est pas communication. C'est bien le problème, c'est que y a tellement de réseaux, de médias, de vecteurs, qu'il y a des conseillers, j'en ai eu aussi, qui me disaient il faut aller là, il faut faire ci, il faut faire ça. Et je disais, mais quel est le plus simple pour parler aux Français ? Ouais. Quel est le plus simple ? Et quelquefois, le plus simple, c'est de participer à des exercices comme cela, mais c'est aussi d'avoir une forme solennelle d'expression. Les fois où j'ai été peut-être le plus regardé, le plus écouté, c'est lorsque j'ai fait des interventions très courtes, ou dans des épreuves, je m'adresserais directement les allocutions. Les allocutions. C'est ça. Et donc là, il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de savoir si on va sur telle chaîne ou sur tel réseau. Il y a tout simplement la décision qu'on doit prendre et la façon avec laquelle on doit la présenter. Quel a été le dirigeant que vous avez rencontré quand vous étiez président, le plus fou, le plus surprenant? C'était la question. J'aurais jamais pensé vous la poser, mais elle était dans le chat là. Je l'ai rencontré. Mais non, le plus coriace, le plus dur, le plus direct, le plus violent, le plus brutal, c'est incontestablement Vladimir Poutine. Oui. Le plus fantasque... Attendez, je m'arrête sur Poutine parce que c'est très intéressant. Donc vous l'avez rencontré à plusieurs reprises. Et quelle impression il vous a laissé? Il est toujours dans le rapport de force. De force. Toujours même dans l'expression physique. Il n'y a pas un physique très impressionnant, encore qu'il est assez bien charpenté, comme on dit, et assez bien entraîné. Il se met en scène. Mais il est capable vous savez, dans le regard, dans la façon de faire, dans la gestuelle, d'imposer une force. Donc il faut être capable de se mettre un peu à distance. Mais il n'est pas fantasque, et il n'est pas particulièrement drôle d'ailleurs. Non, c'est pas l'impression qu'il dégage. Non. Mais autrement, oui, il y a des personnages comme ça. Je me souviens, maintenant il y a prescription, du président de Chypre, qui était un communiste. C'était le seul communiste au Conseil européen. Ouais. Alors, donc il y a les 28, et il s'exprimait souvent. Mais il parlait des heures et des heures. Peut-être c'est ce qu'il avait retenu du communisme, c'est-à-dire parler longtemps. Et je me disais, mais à un moment, ils vont l'arrêter. Et ils ne l'arrêtaient pas. Donc, comme ça, on disait, tiens, on laissait parler. Elle est chouette, cette question de Jukanox. Quel a été votre plus beau jour pendant votre quinquennat? Alors, ça peut être pour des raisons politiques ou personnelles. D'ailleurs, ça peut être un moment de bonheur. Non, je vais répondre. C'est le plus beau jour et le pire jour à la fois. Ah. C'est le pire parce que c'était la manifestation du 11 janvier 2015 pour exprimer notre attachement à la liberté, notre solidarité à l'égard des journalistes de Charlie et de ces clients de l'hypercachère qui avaient été massacrés. Donc c'est le pire. Et c'est le plus beau. Parce que des millions de personnes sont dans la rue, parce que je suis entouré de chefs d'État et de gouvernement qui viennent du monde entier pour célébrer la France. Beaucoup de ces chefs de gouvernement et chefs d'État sont assez peu démocratiques, n'ont pas toujours pour la liberté la même conception que nous, mais ils sont là. Ils sont là parce que la France, il faut que tous ceux qui nous écoutent le comprennent bien, la France, c'est regardée dans le monde comme le pays des droits de l'homme et de la liberté. Et donc, cette manifestation m'a donné une fierté, non pas pour moi-même, mais pour le peuple français. Pour le pays. Et quand j'ai vu toute cette foule rassemblée, qui embrassait des policiers, donc on n'est pas là aujourd'hui, je me suis dit là, il se passe quelque chose de fort, de grand, de digne pour la France. Pitwill 41, si vous pourriez revenir en arrière, est-ce qu'il y aurait une gestion différente de votre vie privée? Moi, je ne vais pas trop sur ce terrain-là, mais François Hollande a souhaité répondre. Ma réponse, c'est oui. À la fois avant l'Élysée, pendant l'Élysée, et après l'Élysée. Voilà, je pense que j'aurais eu une gestion différente. L'expérience m'a conduit à penser qu'il faut avoir une protection beaucoup plus grande des proches qui vivent très durement cette situation. Et aussi ma propre responsabilité dans cette situation. Gaolat, bonjour. Nicolas Sarkozy a annoncé sur TF1 qu'il parlait avec le président Macron. Est-ce qu'il vous consulte, vous aussi? Est-ce que le président Macron vous consulte? Est-ce que vous échangez parfois? Vous êtes en contact? La dernière fois
que j'ai eu un entretien avec Emmanuel Macron. C'était au mois de juin dernier. D'accord. Ensuite, nous nous sommes croisés dans des cérémonies, mais je n'ai pas eu de contact avec lui, au sens d'un échange où nous aurions pu parler de sujets qui auraient été forcément liés à la crise sanitaire. Non, mais je veux dire, c'est à lui de savoir ce qu'il cherche comme éventuellement avis, et c'est pas à moi de m'imposer, donc surtout pas d'ailleurs. C'est jamais facile d'aller chercher son prédécesseur. Souvent, Nicolas Sarkozy m'en a fait la remarque en me disant « mais je n'ai pas été consulté pendant la période où François Hollande était président de la République ». Et je me suis interrogé, qu'est-ce que j'avais fait? Et en réalité, je l'ai consulté notamment lorsqu'il est redevenu président des LR, parce qu'il était non seulement ancien président, mais il avait repris une responsabilité partisane. Et notamment après les attentats, il a été régulièrement consulté. Je l'ai vu plusieurs fois. Mais c'est vrai que je ne lui ai pas toujours téléphoné pour lui demander ce qu'il pouvait faire ou ce qu'il aurait pu faire. Bon, en tout cas, Emmanuel Macron consulte souvent Nicolas Sarkozy. Mais vous, non. Mais moi, non. Et peut-être que c'est plus facile avec celui qui a été votre très lointain prédécesseur qu'avec votre ancien employeur. Est-ce que ce soir, François Hollande, vous avez un mot à adresser aux étudiants dont vous savez la situation difficile ou pas? Oui, parce que vivre depuis des mois dans la situation de ne pas suivre un cours autrement que par Zoom, de ne pas rencontrer ses propres amis, de ne pas pouvoir sortir le soir, de ne pas pouvoir aller au café, de ne pas pouvoir vivre, quelquefois même manger correctement, oui, moi je pense que c'est une période extrêmement rude, comme jamais on en a connu depuis très longtemps. Donc on a une dette à l'égard des étudiants, il faut qu'ils le sachent. Je pense que le pays devra rendre des comptes aux étudiants. Est-ce qu'on les soutient? Est-ce qu'on les a soutenus suffisamment? Alors j'ai évoqué tout à l'heure des réponses financières, donc elles sont nécessaires, elles ont peut-être tardé. On ne les a pas soutenus suffisamment psychologiquement. Peut-être aurait-il fallu rendre des cours possibles. Pourquoi des élèves de grandes écoles, enfin des élèves de classes préparatoires aux grandes écoles peuvent suivre dans leur lycée, parce que c'est dans le lycée, voilà, c'est ça, en physique, et pourquoi des étudiants qui pourraient être 100 dans un amphithéâtre qui contient 1000 places ne pourraient pas le faire? Pourquoi cette différence toujours entre les uns et les autres? Vous l'expliquez ou vous dites non, il n'y a pas d'explication? Si, il y a des explications. Ce n'est pas les mêmes jeunes qu'on trouve dans les classes préparatoires ou dans les Mais là vous dites qu'on a fait de la discrimination. On a été, disons, tolérant à l'égard de certains et très dur, très rigide à l'égard d'autres. Et je crois qu'il faut que ça cesse. Je pensais très bien qu'on ait gardé les lycées ouverts. Moi, je suis allé dans beaucoup de lycées, donc j'ai pu voir combien, là aussi, les règles étaient respectées et combien il n'y avait pas eu de cluster. Donc, je ne me plains pas du tout que des élèves aient pu rester dans les lycées et suivre leur classe préparatoire. Mais je trouve dommage qu'on n'ait pas pu le faire au niveau des amphithéâtres dans des conditions qui auraient pu être bien meilleures que celles qu'on connaît aujourd'hui. Comment vit-on les manifestations depuis l'Élysée? Est-ce qu'on les regarde? Est-ce qu'on les analyse? Est-ce qu'il y a des débriefs? C'est Axilium qui nous pose la question. J'ai eu beaucoup de manifestations, pas d'ampleur comparable, mais durant la période où j'étais président. Les premières manifestations que j'ai, si je puis dire, affrontées ou regardées, étaient les manifestations contre le mariage pour tous. Et ces manifestations passaient tout près de l'Élysée. C'était plutôt pacifique, donc il n'y avait pas de débordement, il y en a quelques-uns, mais rien de comparable avec ce qu'on a connu. Manifestation de bon enfant, sans mauvais jeu de mots, parce que parfois les parents emmenaient leurs enfants dans ces manifestations. Donc il y avait du monde, et il y avait des cris, il y avait des chansons, donc des slogans. Donc je les entendais puisque ça passait tout près. Mais je tenais bon parce que je considérais que la cause que je poursuivais, que je m'étais engagé sur cette promesse de faire le mariage. On va rappeler que la loi sur le mariage pour tous, c'est pendant le quinquennat de François Hollande. Donc ça devait s'accomplir. Même j'avais pas non plus de mépris à l'égard de ceux qui manifestaient. Je considérais qu'ils s'exprimaient sans doute une sensibilité, souvent liée à la religion ou une conception de la famille. Et j'ai même reçu,
parce que j'ai voulu que ces manifestations puissent quand même trouver leur débouché, non pas dans la mise en cause de la loi, puisque je tenais bon sur la loi, mais qu'on puisse au moins les entendre. Et donc j'ai reçu une délégation de ces manifestants à l'Élysée. Après, il y a eu les autres manifestations que j'ai pu connaître. On a parlé de la loi El Khomri, des manifestations comme celle-là. Là aussi, je pensais qu'il fallait laisser ces manifestations se faire. Je regrettais les débordements, mais ça n'avait rien de comparable avec ce qu'on a connu là aussi. Pendant les Gilets jaunes. Pendant les Gilets jaunes. C'est ça dont vous voulez parler. Et donc, il faut toujours rappeler que en France, la manifestation est libre. On a le droit de manifester. Ce qui est regrettable, c'est qu'il y a quelques individus qui perturbent les manifestations au point qu'à un moment, on a pu les interdire. Ghosty, Blackou, corruption. Que pense M. Hollande des affaires de corruption et judiciaire qui touchent des hommes, des femmes qui se sont engagés ou été engagés en politique? Est-ce que ça nourrit le manque d'implication des Français en politique? Les Français pensent toujours que les femmes, les hommes politiques échappent à la justice. Qu'il y a finalement des privilèges qui seraient ceux des politiques. L'actualité récente vient de prouver que non. Voilà, l'actualité récente prouve que non, et il faut défendre la justice quand elle est attaquée. Je l'ai fait récemment. Et il faut faire comprendre que la justice est lente, parfois trop lente, et que les affaires viennent se dénouer alors que les personnes sont quasiment plus dans les fonctions ou sont très âgées. On l'a vu notamment avec l'affaire Karachi, peu de temps. Mais j'ai fait en sorte, à travers les lois que j'ai pu faire voter, qu'on soit beaucoup plus efficace dans la lutte contre la corruption. Avec la création du PNF, du parquet national financier qui fait les enquêtes, avec la création de la haute autorité pour la transparence, qui fait que maintenant chaque élu est obligé de faire une déclaration de patrimoine au moment où il accède à son mandat et au moment où il part. On voit ce qui s'est produit quand même dans la différence des biens qu'il possède. On fait aussi une analyse sur les revenus qui ont pu être touchés par les uns comme par les autres. Et l'analyse de la corruption, c'est pas simplement à l'égard des politiques, c'est surtout ce qu'a fait le parquet national financier, c'est d'aller chercher les faits de corruption dans les entreprises. Et on a vu suffisamment de scandales pour espérer récupérer un certain nombre d'amendes ou de recettes sur les produits de la fraude. Et donc, en France, on lutte mieux contre la corruption. Les lois sont beaucoup plus efficaces, elles sont même dures pour un certain nombre d'entreprises qui ne peuvent plus utiliser les mêmes moyens de lobbying, mais on a encore à faire. Et ce que je voudrais surtout, c'est que les Français et la justice puissent être en confiance, ne pas douter. Et pour ça, il faut donner plus de moyens à la justice. Maintenant, c'est des moyens notamment budgétaires pour qu'elle aille plus vite. Et il faut que les Français, dans leur vie quotidienne, puissent avoir aussi une bonne opinion de la justice. Alors, quand on met trop de temps avant d'avoir son droit, quand on est locataire, qu'on est maltraité, quand on est propriétaire, qu'on a des locataires qui ne veulent pas partir, quand on est en divorce et que le jugement n'est pas prononcé, ça fait partie de ce que la justice doit accomplir pour donner la confiance absolument indispensable. Voilà pourquoi sur l'affaire de Nicolas Sarkozy, je ne me suis pas prononcé, ce n'était pas mon rôle de vouloir mettre en cause mon prédécesseur, d'autant qu'il a fait appel. Ulrich nous demande dans le chat un mot pour la journée des droits des femmes. Chaque année, on se dit, est-ce qu'il faut célébrer cette journée? Oui. Et chaque année, on se dit, mais oui, il y a encore plein de raisons de le faire. Les inégalités salariales, les violences faites aux femmes, hélas, les féminicides, mais aussi les agressions du quotidien, les clichés, les préjugés. Donc, vous avez l'impression qu'on progresse, que la société française progresse? Elle progresse. Oui. Elle progresse. Oui. Je vois dans les nouvelles générations, par rapport à la mienne, il y a des choses qui ne sont plus tolérées. Mais il y a encore là aussi à faire. Et il ne faut pas que les femmes puissent se dire que c'est leur seul combat. Non, le combat des femmes, c'est le combat de toute une société. C'est pas aux femmes simplement de défendre les femmes. Bien sûr. Oui, elle est intéressante cette question. Tix42. Comment avez-vous géré l'énorme pression quotidienne qu'engendre une telle fonction? Parce que c'est vrai qu'on est hors du commun là, lors de votre mandat. Quels sont les moyens mis en place en interne pour la préparation, l'accompagnement psychologique? Est-ce que vous êtes accompagné à l'Élysée? Est-ce qu'il y a des gens pour vous soutenir psychologiquement, physiquement? Parce que c'est quand même un job hors norme. Ça, c'est une bonne question, ça. Non. Non, vous êtes tout seul. Et c'est vrai qu'on devrait l'être. Ouais. Et peut-être que je n'étais pas
moi-même suffisamment bien accompagné, peut-être, mais je pense que c'était vrai de tous mes prédécesseurs. C'est-à-dire qu'on a des conseillers pour tout. Mais on a des conseillers sur le plan des finances, sur le plan de l'international, sur le plan de la communication, mais à la limite, on n'a pas de conseillers sur le plan psychologique. Pourquoi ? Parce qu'on se dit toujours que ça pourrait être un influenceur qui vienne au nom d'un gourou un peu. Donc ça inquiéterait plutôt les Français. Mais sauf que c'est un job tellement particulier. Donc qu'est-ce que c'est que la politique ? Parce que si on y revient, la politique, c'est qu'on n'est jamais seul. On ne fait pas de la politique seul. On fait la politique avec une équipe, avec un mouvement, un groupe. Et c'est celui-là qui vous donne de la force psychologique. Ne jamais se retrouver seul. Et l'Élysée peut donner ce sentiment d'enfermement. Vous avez eu ce sentiment parfois ou pas ? Parfois, bien sûr. D'être seul. Mais j'ai essayé de le dépasser. Ouais. Et c'est le sens même d'un gouvernement, d'une équipe, d'amis proches, de la famille. Vous avez absolument besoin de partager. Pas la décision. La décision, il faut bien que quelqu'un la prenne. Ouais. Mais de partager un moment où c'est lourd. Et pour ça que je ne crois pas aux aventures individuelles. Même si la présidence de la République est nécessairement l'affaire d'un seul ou d'une seule. Non, la politique, c'est finalement l'équipe et le groupe. Victor B. Alors ça, c'est une question notamment sur Internet qui est très importante. Merci Victor. Monsieur Hollande, que pensez-vous de la montée du complotisme dans le monde ? Vous savez, moi je parle avec des gens au quotidien, des gens tout à fait bien dans leur tête, qui me parlent de l'actualité et qui ont entendu des choses totalement complotistes, et puis ça leur semble tout à fait cohérent. Et moi ça me trouble beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le complotisme n'est pas une idée, n'est même pas une opinion. Le complotisme, c'est une fabrication, une forme d'explication totalement irrationnelle de ce qui se produit. Et qui a de plus en plus de succès. Pourquoi elle a plus de succès ? Parce qu'elle donne le sentiment de battre les préjugés, d'être finalement plus vrai que le vrai. Je dis souvent, le complot, c'est une explication simple à un monde compliqué. Et c'est pour ça que ça séduit. Alors, ça séduisait, mais ça trouvait ses limites. Sauf qu'il se trouve qu'un jour, un des complotistes les plus efficaces est devenu président des États-Unis. Trump. Et qui n'a cessé d'organiser le complotisme. Au sens jusqu'à dire qu'on lui avait volé l'élection, par exemple. Donc, d'aller jusqu'au bout de la contre-vérité. Tout en disant que tout le reste n'est que fake news. Bien sûr. Et donc, dès lors que vous avez finalement cette puissance qui peut être celle du président de la première démocratie du monde, les États-Unis, et qui vous fabrique du complotisme, vous pouvez vous dire que vous êtes effectivement soumis au complotisme. Et puis demain, ça peut arriver en France. Et donc, quelle est la différence entre la vérité et le complotisme ? Comment établir la vérité face à... Ça, c'est un vrai défi. C'est un défi qui est un défi pour la démocratie. Ouais. Parce que si on part des mêmes faits, avec les mêmes explications, après on peut les interpréter, on peut les corriger de plusieurs manières. Il peut y avoir une manière, disons, progressiste ou une manière plus conservatrice, plus libérale, tout ce qu'on veut. Mais au moins, on part... Des faits. Bon, par exemple, on a parlé de la dette tout à l'heure. On pourrait dire, la dette existe. Comment je fais pour... Est-ce que je le rembourse ou est-ce que je le rembourse pas ? Diminuer l'importance. Mais si je dis, non, la dette n'existe pas. C'est une construction. Comment vous voulez faire le débat démocratique ? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez plus. Donc, et ça va être la grande question, savoir si nos démocraties sont suffisamment solides pour arriver à lutter contre le complotisme, ou c'est finalement les régimes autoritaires qui vont faire le complotisme. Car, par exemple, les pays non démocratiques, autoritaires, la Russie en est un exemple, la Chine peut en être un autre, peuvent fabriquer aussi du complotisme. Donc on voit bien qu'on peut être soumis par des formes d'influence à des pressions venant de pays qui ne sont pas des ennemis, mais qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous. Moi, je trouve ça extrêmement inquiétant parce qu'on voit cette montée en puissance des explications complotistes pour expliquer le monde dans lequel on vit. Je vois cette montée en puissance et je vois pas trop les outils mis en œuvre par la démocratie aujourd'hui pour enrayer ce phénomène. Ce que vous faites là est aussi une manière, alors, vous allez dire modeste, mais voilà, tout petit niveau. Mais c'est une manière de lutter contre le complotisme. Non pas de dire que vous avez la vérité, mais vous pouvez... avec tous ceux qui vous suivent, soulever des questions, et qui confirment, dire voilà, au moins on établit
l'exactitude des faits. Et après, on peut échanger là-dessus. Voilà. Mais effectivement, dans le vaccin contre le Covid, il n'y a pas la 5G. Voilà, par exemple. Êtes-vous pleinement épanoui en ce moment? Tiens, quand je vous vois là, j'ai l'impression que oui, mais... Non, c'est la question, il faudrait dire que je ne l'étais pas avant. Non, j'ai toujours essayé de garder une humeur égale. C'était compliqué quand les temps étaient difficiles. Mais je crois que c'est vraiment très important. Quelles que soient les responsabilités que j'ai exercées, j'ai essayé de rester moi-même. Vous avez eu des moments de découragement quand vous étiez à De l'Élysée? découragement, non. Mais de pression psychologique, oui. Je suis épanoui, mais ça voudrait dire que finalement, quand on n'a plus de responsabilité, on est épanoui. Non, le vrai quand bonheur... on a moins de pression, peut-être. Le vrai bonheur, c'est quand même d'exercer des responsabilités, c'est d'être utile. C'est pas simplement d'être heureux. C'est votre définition du bonheur. On ne peut pas être heureux tout seul. Parce que vous êtes un homme engagé, c'est pour ça que c'est votre définition du bonheur. Exactement, vous avez besoin le bonheur ne peut pas être personnel, il ne peut être que partagé. Sur l'écologie. Ah bon, l'écologie. Vous aviez parlé de croissance durable, etc. Quelqu'un nous demandait si vous pensiez qu'il y avait urgence écologique. La réponse, elle va de soi. Dites. Peut-être... j'ai eu, durant mon mandat, un rôle important à jouer lorsqu'il y a eu la conférence de Paris sur l'accord sur le climat. Ça s'était passé tout de suite après les attentats du 13 novembre. C'était un événement considérable au plan mondial, mais c'est vrai que les Français avaient peut-être la tête ailleurs, compte tenu de ce qu'ils venaient de subir. On n'a pas bien mesuré ce que représentait cet accord, tous les États l'avaient signé, etc. Et j'en étais fier. Et pourtant, je veux le dire ici, les engagements qui ont été pris par tous les pays, sauf les États-Unis qui s'en sont retirés un moment et qui y reviennent, les États-Unis de Donald Trump, sont insuffisants par rapport à la gravité de la situation. Donc il faut non seulement appliquer les accords de Paris, mais il va falloir aller beaucoup plus loin dans les prochaines années. Et donc aujourd'hui, cette question écologique, c'est pas simplement est-ce qu'on met un peu plus de verre ici ou là. C'est une question de transformation, comme de bien des modèles énergétiques, des modèles de consommation. Ça va prendre beaucoup de temps. Mais on est dans l'actualité. Le projet de loi climat arrive à l'Assemblée, inspiré des travaux de la Convention citoyenne pour le climat. Certains estiment que ce projet de loi est insuffisant. C'est votre avis ou pas? Il l'est. C'est déjà pas mal qu'il y ait un texte qui prenne une bonne part des propositions de la Convention sur le climat. Mais je pense qu'on aurait dû tirer de cette Convention qui a été quand même une heureuse surprise. Est-ce que ça allait fonctionner, ce dialogue avec les citoyens? Est-ce que les citoyens allaient s'emparer de cette question? Ils avaient des opinions très différentes. Ils s'en sont emparés. Et donc, je pense qu'il faut prendre des décisions beaucoup plus fortes et beaucoup plus lourdes pour qu'elles soient respectées. Ils ont été très déçus. Ils ont mis une très mauvaise note au président Macron, parce qu'ils ont trouvé que leur proposition n'était pas suffisamment retenue. C'est aussi votre avis ou pas? Je pense que l'erreur du président Macron a été de dire qu'il prendrait toutes les propositions. Il avait dit 1 ou 2 jokers, et puis finalement... Après, son jeu n'était qu'avec des jokers, donc c'est un peu difficile. Ouais. Donc il fallait peut-être être plus prudent. Est-ce qu'enfant, vous rêviez d'être président de la République? J'aime bien cette question. Oui, beaucoup d'enfants me la posent. Mais oui, alors... Et je leur dis, mais enfant, je pouvais rêver d'être footballeur, je pouvais rêver d'être artiste, mais... pas président. Non. Je m'intéressais déjà beaucoup à la politique enfant. Oui. Oui, parce que j'avais cette chance que mes parents, qui avaient des idées totalement différentes, parlaient politique à la maison. D'accord. Et si j'ai un conseil à donner aux parents, parlez politique à la maison. Ça conduit les enfants à être curieux. Donc je me suis intéressé à la politique. J'avais envie d'être... Mais quand vous disiez enfant, à quel âge vous avez commencé à vous intéresser à ces questions-là? 11 ans, 12 ans. Ok, d'accord, ouais. Et donc à ce moment-là, je me suis mis dans les livres, j'ai essayé de comprendre. Et puis après, je me suis engagé plus nettement dans la politique. Est-ce que je me suis dit, je vais devenir président? Je voulais être délégué de classe. C'était mon objectif. C'était déjà pas mal. C'est président de la classe. Puis après, j'ai eu d'autres ambitions. Mais je voulais faire de ma vie une vie d'engagement. Utile. Oui, et peut-être que si je n'avais jamais été élu député, si j'étais élu député, j'étais assez jeune, j'avais 32 ou 33 ans, peut-être que j'aurais fait tout à fait autre chose, mais j'en aurais souffert. Parce que je sentais que ma vocation, c'était celle-là, de représenter les autres. Et après, quand j'ai eu les conditions pour être candidat à la présidence de la République, j'ai saisi ces conditions. Mais je n'étais pas forcené de la présidence de la République. Je ne me suis pas dit, si je ne suis pas président, j'aurais raté ma vie. Ouais. Non, je me suis dit, vaut mieux faire le plus loin possible le parcours. Et s'il débouche sur la présidence de la République, j'espère avoir changé la vie des autres.
Une question sur la musique. Vous écoutez quoi comme musique, François Hollande? J'aime bien la chanson française. Ouais. Un artiste en particulier? Voilà, Maxime Le Forestier va sortir un livre qui m'a envoyé sur lui et Brassens. Ouais. Et j'aime beaucoup Maxime Le Forestier. Le rap, vous écoutez des choses ou pas? Je suis pas un grand spécialiste. Un petit peu non. Non, j'écoute, non. mais je suis pas un spécialiste. J'écoute Booba. Qui vient de sortir un nouvel album. Voilà. Ouais, alors c'est drôle parce qu'il vient d'annoncer dans Le Parisien sa retraite. Il a dit que c'était son dernier album. Bon, après des artistes qui mais disent, finalement, c'est intéressant parce que même les rappeurs disent qu'ils vont faire leurs adieux. Mais c'est drôle parce qu'on rentre. On rentre dans. C'est très intéressant. C'est bien. Ça y est, les premiers rappeurs qui commencent à dire que c'est leur dernier. C'est la fin. C'est les adieux. Bon, après, j'aime beaucoup Benjamin Biolay, mais ça tout le monde le sait, donc c'est pas la peine. Je dis ça parce que Booba et Biolay se connaissent. Ah bon? Ouais. Ah, j'aime bien celle-ci. Poplit 34. Un président dort combien de temps par nuit? Pas beaucoup. Le sommeil, c'est vraiment la condition pour être pour tenir efficace. Je dis pas pour être un bon président, parce que sinon, je dormirais. Mais pour être un bon président... Donc il y a un minimum, c'est ça? Pour être un président efficace, il faut quand même dormir suffisamment. Alors, mais c'est combien? Pour vous, c'était combien? 5-6 heures. Parce qu'en dessous, vous estimiez que vous n'étiez pas... Vous pouvez le faire sur 2-3 nuits, mais après, vous accumulez du retard. Vous perdez un petit peu en lucidité. Donc vous imposiez finalement de dormir un minimum. Oui, et la crainte que j'avais, parce que souvent on est réveillé la nuit, c'est pas de pouvoir se rendormir. Réveiller la nuit pour les affaires urgentes? Oui, pour les affaires urgentes, ou soit même on avait une pensée qui vous réveillait brutalement. Non, il faut essayer de dormir. Ah, on a parlé de la défiance des Français vis-à-vis des politiques, et regardez, Ben17X à l'instant vient de nous demander comment réagissez-vous à la défiance qu'ont les Français vis-à-vis des médias. Alors moi, en tant que journaliste, c'est quelque chose qui me touche, mais je vais dire qui me blesse beaucoup. J'en parle d'ailleurs régulièrement avec vous. C'est aussi pour ça que j'ai créé cet espace d'échanger entre moi, journaliste, et vous. Qu'est-ce que vous pensez de cette défiance des Français vis-à-vis des médias? Est-ce qu'elle est pour partie justifiée? Je vais battre un peu ma coulpe d'ailleurs. Bon, d'abord, des médias, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est la télévision? Est-ce que c'est la presse écrite? Bon, les Français écoutent beaucoup la radio. Ça veut dire qu'ils ont peut-être plus confiance dans la radio, parce que ça prend du temps, d'écoute. La presse écrite aussi, on a le temps. La presse écrite, qui est maintenant une presse numérique pour beaucoup. Ouais. Moi, je pense que le principal, c'est que les gens soient informés. Et c'est ça qui m'a frappé depuis un certain temps, c'est que je vois, par rapport à mes enfants, je leur dis, mais qu'est-ce que vous achetez comme journaux? Aucun. Mais ils me disent, mais on est quand même informés parce qu'ils peuvent lire sur les réseaux sociaux les résumés. Mais je leur dis, c'est pas la même chose que de toucher du papier, que de prendre du temps. Mais ils sont très bien informés. Un papier, donc, ça va au fond des choses. Ne confondons pas l'information, je crois qu'elle circule, et on voit bien sur les réseaux, elle circule l'information, et le rôle de la presse. La presse, c'est pas simplement de donner de l'information, c'est de fournir de l'éclairage, c'est de faire des enquêtes, c'est de donner du sens, c'est de faire de la rétrospective. On a besoin de l'histoire pour comprendre ce qui se passe. Et donc c'est ça le rôle de la presse, c'est pas simplement de vous dire monsieur Untel est là, c'est décédé, c'est de vous donner cet éclairage. Est-ce qu'on fait bien notre travail? Est-ce que les journalistes français, des médias traditionnels, est-ce qu'on fait bien notre travail? Est-ce que vous êtes parfois déçus de notre travail? Je pense que vous êtes victime de la même chose que des politiques, c'est-à-dire que vous n'avez pas toujours le temps d'approfondir. Travaille trop vite. Et donc ça reste parfois superficiel. Ce qui m'avait frappé, dans combien d'interviews, c'est quand je venais devant des journalistes, quels qu'ils soient, c'est qu'ils voulaient absolument poser leurs questions, mais n'écoutaient pas mes réponses. Il n'y a pas que les miennes, ils n'écoutaient pas les réponses. Tellement ils étaient, disons, pressés de poser la question qu'ils avaient préparée. Or, mais on l'a bien fait ce soir, je pense, la bonne interview, c'est pas de savoir quelle question on va poser, c'est de rebondir sur la réponse qui vous a été fournie. Et donc c'est l'écoute qui compte. Et ça, c'est le luxe que permet cette plateforme. Voilà. Vous voyez, là, on est ensemble depuis 20h30. Donc ça fait 2h30, je dis pas de bêtises qu'on est ensemble. Et je trouve que cette plateforme est intéressante parce que on a le temps. On a le temps d'échanger. C'est une des choses qu'on perd dans notre société moderne, c'est que tout va très très vite, politiquement, médiatiquement. Le matin, quand je lis les journaux, ma revue de presse, elle dure 2 heures minimum. Elle ne dure pas 3 minutes, 4 minutes samedi, elle dure 2 heures. Avec la même matière. Les journaux du matin, ça montre bien que... Parce qu'il y a plein de choses dans les journaux. Il y a plein de choses, des choses passionnantes. Mais personne ne peut lire pendant 2 heures, compte tenu... je dis ça pour qu'on comprenne bien le travail que fait Samuel Etienne. Mais personne ne peut lire 2 heures les journaux, plus écouter la radio. Mais les revues de presse, c'était le moment le plus important dans une radio, parce que
on pouvait avoir là un concentré, une ouverture sur un papier qu'on n'aurait jamais lu. Exactement. Et une presse que je respecte beaucoup, c'est la presse régionale, parce que la presse régionale raconte plein d'histoires. Plein d'histoires qu'on ne voit pas ailleurs. Et donc moi, encore aujourd'hui, si je veux savoir ce que vivent les Français, je consulte la presse régionale. Je suis d'accord. Je la lis tous les matins d'ailleurs, pour ces raisons-là, parce que je vois en une de la PQR, de la presse quotidienne régionale, des choses que je ne vois pas en une de la presse nationale. Une anecdote sympathique, un truc sympa, un truc... On a parlé de gastronomie, donc on peut parler des goûts alimentaires de Barack Obama. Quels sont-ils? Ils sont particuliers? Non, justement, il n'en avait pas. Et c'était bien le problème. C'est-à-dire qu'on essayait de faire présenter dans les meilleurs restaurants ce que la gastronomie française pouvait offrir. Et je sentais, notamment quand arrivait le fromage, une espèce d'inquiétude. Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est bien... Est-ce que sur un plan sanitaire, c'est pas dangereux, quoi? Donc, et puis il y avait aussi une négociation commerciale qui était ouverte sur les fromages français avec les États-Unis. Et donc il avait peur d'être photographié en mangeant du fromage français. Syndicaliste qui nous dit quel avis avez-vous sur l'islamo-gauchisme, ce débat qui... Je pense que c'est un débat tout à fait malsain. Bien sûr qu'il y a des islamistes qui militent et qui essayent d'influencer... Pour une reconnaissance politique. D'influencer là où ils sont, y compris dans l'université. Bien sûr qu'il y a une dérive identitaire qui peut exister, mais c'est aux universités de faire elles-mêmes le travail. Ce que je n'accepte pas, c'est ce qui s'est produit à l'IEP de Grenoble, où vous avez vu qu'il y avait eu un syndicat étudiant qui avait mis en cause deux enseignants. Ça aurait pu se faire dans des lieux qui sont prévus d'ailleurs dans les dialogues entre les étudiants et la direction d'une université, mais là, de faire des affiches, de mettre en cause des nomméments sous prétexte ils avaient eu des paroles sur les islamo-gauchistes. Mais là, on est dans l'intolérance, on est dans la mise en cause. Et quand on soit obligé de protéger des professeurs qui vont donner leurs cours, on se dit mais dans quel monde rentre-t-on? L'enquête qui a été lancée par la ministre qu'il y ait dans l'université un certain nombre de thèses qui soient déposées, ne fait pas de doute que certains veuillent justement essayer de pénétrer, c'est possible. Mais ce n'est pas à l'université de faire des enquêtes sur d'autres universitaires. C'est à chaque président d'université de savoir ce qu'il est possible de faire. Et il y a un grand principe à l'université, c'est la liberté. On n'est pas très classement ici puisqu'on est là pour échanger pour le plaisir de l'échange, mais on me signale dans le chat qu'on est deuxième stream monde. Ça veut dire, François Hollande, que de tous les gens qui streament dans le monde, qui font ce qu'on fait, qui proposent des programmes comme ça, eh bien on est le deuxième mondial. Voilà. Et qui est le premier? Mais qui est le premier? Si on cherchait le premier à cette heure-là, ça doit être les États-Unis sans doute. Là, je viens de voir une question sur la Birmanie, par exemple. Je ne sais pas si on Birmanie. Vous avez raison. Voilà, je pense que c'est important parce que moi, je trouve que le traitement médiatique de la crise birmane, alors il y a des choses très intéressantes dans les journaux, mais il est quand même pas très important. Au niveau politique, pardon, mais je trouve qu'on n'entend pas grand-chose, notamment en France. Qu'est-ce que vous en pensez? Une des premières personnes que j'ai reçues à l'Élysée après mon élection, c'est Aung San Suu Kyi. À l'époque, c'était une idole, parce qu'elle avait courageusement lutté contre la dictature et qu'elle avait réussi à se faire entendre et le prix Nobel de la paix. Et avoir le prix Nobel de la paix et être enfin libre. Et puis ensuite, elle a été mise en cause à cause de ce que faisaient les militaires à propos des Rohingyas. Et une forme d'opprobre l'a touchée. Comme si on regrettait de l'avoir sacrée, de l'avoir attribué le prix Nobel. Parce qu'on va rappeler qu'à un moment, elle est devenue chef de gouvernement de fait. Elle n'a jamais eu le titre, mais encadrée par les militaires. Elle n'avait pas le choix, puisque si elle voulait rester chef du gouvernement et poursuivre dans la voie de la démocratisation, elle était obligée de faire des concessions aux militaires, y compris d'avoir des membres militaires dans l'Assemblée de son pays. Et vous avez regretté ce Et j'ai trouvé que c'était très... Autant on l'avait porté ONU, autant on la descendait en flammes parce qu'elle avait fait effectivement des compromis qui étaient contraires aux droits humains, parce que les Rohingyas avaient été chassés de Birmanie. La minorité musulmane. Mais là, ce qui se passe, c'est-à-dire un pouvoir qui non seulement fait un coup d'État, qui non seulement emprisonne Aung San Suu Kyi et tous les membres de son gouvernement, mais tue... emprisonne et massacre des manifestants à balles réelles. Et donc,
comment se fait-il que le monde ne réagisse pas? Eh bien, on va donner quelques explications, parce qu'il faut les avoir, parce que la Chine et la Russie bloquent toute délibération au Conseil de sécurité, donc pose un veto, ce qui fait qu'il n'y a aucune condamnation qui peut se faire de manière efficace, parce que ce sont des alliés du régime birman, non pas parce que simplement ce sont des militaires, mais parce que les militaires contrôlent des matières premières, contrôlent de l'énergie, et donc pour ces pays, Chine et Russie, c'est très important de les contrôler. Par ailleurs, la Chine n'est pas mécontente d'avoir un régime autoritaire en Birmanie, parce qu'elle n'aime pas forcément les démocraties à ses frontières. L'Occident est très, je trouve, timide pour des raisons aussi économiques, parce qu'il y a des intérêts en Birmanie, même si l'entreprise Total, l'entreprise française, qui est souvent décriée, fait ce qu'elle doit faire. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que les sanctions soient prononcées. Et donc, on ne peut pas laisser ce peuple, parce que c'est tout un peuple qui se fait aujourd'hui entourer, cadenassé, emprisonné et peut-être demain massacré. Et donc, il faut être solidaire du peuple birman et poursuivre les sanctions contre le régime, parce que ce régime militaire contrôle toute l'économie. Donc, les sanctions économiques seront efficaces. Et donc, ne laissons pas ce peuple être oublié. Je crois qu'il ne le sera pas. Il y a des initiatives à prendre qui sont insuffisantes aujourd'hui. Initiatives insuffisantes. Et l'Europe, là aussi, doit montrer l'exemple. On me signale, c'est bien de finir sous cette note, qu'on est devenu le premier stream dans le monde. C'était l'objectif. Merci à tous de l'avoir permis. C'était pas l'objectif. Alors évidemment, ça pourrait être très séduisant de dire on est premier monde, alors on va continuer comme ça pendant des heures, mais je voudrais pas abuser de l'emploi du temps de mon premier invité. François Hollande, je voulais vous remercier très sincèrement de nous avoir consacré du temps ce soir. Vous savez, quand on a échangé sur Twitch, je vous ai dit une chose, je vous ai dit je pense que Twitch ne peut pas convenir à tout le monde, qu'il faut avoir certaines qualités de curiosité, d'humour, de volonté d'échange, et je vous ai dit je crois que vous êtes super compatibles avec cet univers. Je crois que la soirée l'a démontré. Alors, si en plus Samuel Etienne se couche là dans quelques minutes, parce que je vais le raccompagner jusque dans sa chambre pour être sûr qu'il va bien dormir, parce que lui aussi il doit dormir. Sachez bien qu'il va se lever à 2h du matin. Donc je voudrais le remercier vraiment d'avoir bousculé ses horaires pour permettre qu'on soit le premier au monde. C'était un plaisir et c'était un chouette moment. Merci à tous, c'était un super moment. Merci François Hollande. Bonne nuit. À très bien. Oui. Il est temps, parce que dans 3 heures le réveil sonne. À très vite, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, soyez heureux. C'est ça le truc important, soyez heureux et répandez le bonheur autour de vous. Et ensemble. À très bientôt.